Allez, salut à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo en mode Yeti. Là, il y a bien neigé sur le domaine de la Patte d'Oie. Aujourd'hui, on est au préhistorique. Quand il y a de la neige comme ça, il n'y a pas 50 solutions. L'étang est à moitié gelé, il fait super froid. Je pense qu'il n'y a que les esturgeons qui peuvent mordre. Donc ce matin, je vous fais une vidéo et je vous donne quelques petits trucs, mes petits secrets pour la pêche de l'esturgeon au feeder. Allez, astuce numéro 1, si on veut prendre des esturgeons, il faut déjà avoir un appât qui soit sélectif. En l'occurrence, moi ce que je fais, c'est que je vais dans les rayons frais au supermarché. Donc je vais dans le rayon jambon, lardon, saucisson, chorizo, etc. Et après je passe dans le rayon frais poisson, donc les roll mops, le hareng fumé, le saumon fumé, les crevettes, les queues de crevettes, ça peut être un morceau d'eau de cabillaud, ça peut être un petit peu tout ça. C'est tout ce qu'on peut trouver dans ces rayons, hein, que ce soit viande, charcuterie, conserve, surgelée, poisson, crustacés, etc. Les moules, les coquillages, tout ce qu'on veut. Je pense que j'ai pris du poisson à peu près avec tout. Après, il y a des appâts qui sont plus ou moins faciles à utiliser. Par exemple, le saumon fumé, c'est quelque chose qui marche bien, mais c'est cher. Et puis, ça tient mal à l'hameçon. Donc, c'est quelque chose que j'ai éliminé quasi d'office. Au fur et à mesure des années, j'ai gardé quelques appâts que j'utilise régulièrement, des choses qui ont fait leur preuve un petit peu partout, hein, y compris en Italie où je vais aussi pêcher l'esturgeon. Donc, si je devais garder un seul appât, ça serait clairement le hareng fumé. Ça c'est pour moi le number one, le plus régulier sur toute l'année, et puis c'est quelque chose qui prend du poisson un petit peu partout. Et bon, on est quand même dans les Vosges ici, donc mon numéro 2, ça va être les lardons fumés. C'est quelque chose qu'on a utilisé dès le départ, hein, quand on a vraiment cherché à sélectionner les esturgeons à la pêche. Voilà, le lardon fumé pour moi, ça sera le numéro 2. Après, je dis pas qu'on ne prend pas de poisson avec des appâts plus classiques empruntés aux carpistes et aux siluristes, type pelet, pop-up, bouillette bien sûr, etc. Mais moi je trouve, après avoir fait pas mal de tests comparatifs, hein, je trouve quand même que ces appâts frais que je viens de vous montrer sont sur la durée plus efficaces et prennent plus d'esturgeons. Allez, c'est parti, quasiment en direct. J'étais en train de bidouiller la caméra, là ça s'est joué à 2 secondes près. Le premier poisson de la matinée, yes! Ah, c'est un couba, les coubas ils arrêtent pas de tourner sur eux-mêmes, là ils se saucissonnent à chaque fois. Un petit couba tout mignon pour commencer la journée. Alors le couba, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un hybride de berry et de diamant. Alors voilà, ce petit couba il m'a ramassé mes 2 petits bouts de lardon là, tranquillement. Yes, petit couba. La classe. Deuxième petit secret, si on peut dire, c'est la technique que j'utilise pour pêcher l'esturgeon. Aujourd'hui, je préfère la technique du feeder pour pas mal de raisons différentes. Déjà, toutes les pêches au flotteur, on se retrouve avec le fil qui est à la verticale dans l'eau, forcément, hein, parce que la ligne est soutenue par le flotteur. Ce qui fait que toutes les pêches à l'anglaise ou les pêches à la grande canne, moi je trouve qu'on a un petit peu plus de harponnage sur l'esturgeon, chose qui est déjà assez courante, hein, sur ce poisson qui est grand, qui a des grandes nageoires, donc on harponne pas mal, et c'est encore aggravé par les pêches au flotteur quand on pêche à la verticale. Donc c'est une des raisons pour laquelle je trouve que le feeder est plus performant, parce que le feeder permet quand même une bonne détection de la touche avec un sillon très sensible par rapport à une approche carpe classique avec des cannes carpe et des détecteurs de touche électroniques. Le feeder a quand même cette sensibilité qui va aider énormément à la détection de la touche, qui on le sait sur l'esturgeon est assez compliqué. On y reviendra dans la suite de la vidéo.
Voilà, la seule vraie limite du feeder, ça va être la taille des poissons qu'on va pouvoir rechercher. Sur des cannes feeder classiques qu'on va trouver en France, 120 grammes, 150 grammes avec des sions jusqu'à 5 oses, on va pas pouvoir attaquer des poissons de 100 kg, quoi, faut pas déconner. Donc ça reste une technique pour des poissons de taille raisonnable, on va dire 20, 30, même 50 kg, ça passe. Mais voilà, c'est pas le feeder, c'est pas quelque chose que je pourrais emmener sur des pêches d'esturgeon en Italie par exemple, où on serait trop limité en termes de puissance. Voilà, mis à part ce petit souci pour les très gros poissons, moi je trouve que le feeder, voilà, on a le fil plaqué au fond, on a quand même une bonne détection de la touche, c'est accessible à tout le monde, hein, parce que moi je suis moniteur, j'emmène beaucoup de personnes à la pêche. Au feeder, on peut apprendre à lancer en quelques minutes, et puis à se débrouiller avec une canne feeder rapidement. Donc ça c'est aussi un avantage qui est important par rapport à la grande canne, où on ne peut pas attaquer des très gros poissons à la grande canne d'emblée, ça demande quand même un minimum de formation et d'encadrement. Le feeder pour ça c'est pratique à mettre en place et relativement facile à utiliser pour un débutant. Et ben voilà, c'est un peu plus gros. Et il s'était complètement enroulé dans le fil. Donc ça, c'est un des autres trucs que je vous donne au niveau matos, c'est qu'il faut jamais pêcher trop fin à l'esturgeon. Parce que je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais en fin de combat, le fil s'était complètement enroulé. On pouvait même croire qu'il était harponné, mais la preuve que non. Il a bien les deux petits lardons au coin de la bouche ici. Il est bien ferré, hein, il s'était juste enroulé dans le fil. Donc moi je pêche en 35 centièmes sous moulinet pour que ça résiste à l'abrasion pendant le combat. Ça c'est hyper important, hein. On a un poisson qui fait plus d'1,50 m, qui va tout le long du combat frotter contre la ligne. Il ne s'agit pas de pêcher ça en 20 centièmes, c'est clair, hein. En plus à diamant comme celui-ci, c'est très rugueux, hein. On a les scutels là sur le côté là qui sont des vrais rasoirs, hein. C'est très coupant, hein. Je me suis déjà fait mal sur les mains et sur les bras en portant ces poissons là. Donc il faut faire attention et il faut mettre du fil assez gros, hein. Du 35 centièmes sur le moulin, c'est l'idéal. Alors les diamants, ça gigote. Voilà. Pas d'ardillon bien sûr, hein, sur les hameçons. Il n'y en a pas besoin. Et voilà, un beau diamant du préhistorique. Ça fait déjà un beau bébé au feeder. Un esturgeon des neiges, un beau diamant des neiges, la classe. Ça c'est cool, ça vaut le coup de se geler un peu les doigts. Un beau coup de ligne. Yes! Oh yes! Yes! Allez, je le remets à l'eau. Elle est pas chaude, hein. Ça mérite un bon petit thé bien chaud là, avant de remettre à l'eau et de faire le suivant, hein. J'ai déjà bien travaillé moi là.
Allez, maintenant je vous montre le montage. Je vous ai déjà dit que je pêchais au feeder. Maintenant je vais vous montrer les 2-3 petits trucs que je mets en œuvre pour avoir le montage idéal pour pêcher l'esturgeon. Donc j'ai un méthode feeder pour pêcher au pelet sur la ligne. Donc le méthode feeder, contrairement aux pêches de la carpe, je le laisse en coulissant. J'intercale avant les mérillons une petite bille en caoutchouc, comme ça je suis sûr que mon feeder reste coulissant. L'idée en fait c'est que posé sur le fond, le poisson puisse tirer sur le fil sans sentir le poids du feeder. Quand on recherche vraiment spécifiquement l'esturgeon, on s'aperçoit qu'on a très peu d'autoferrage sur l'esturgeon par rapport au nombre de touches qu'on rate si on ne ferre pas. C'est assez impressionnant. Donc c'est pour ça que je reste en coulissant, pour pouvoir vraiment être main sur la canne et pouvoir ferrer les touches. On verra ça juste après. Donc le feeder coulissant, ça c'est vraiment le truc numéro 1 pour faire le montage, pour pêcher l'esturgeon au feeder. Je vais utiliser un badling d'un peu plus de 20 cm. J'ai pris l'habitude de faire des badlings de 22 cm. L'esturgeon c'est quand même un gros poisson. La tête d'un esturgeon de 20 kg c'est quand même assez large. Il ne faut pas utiliser un badling trop court. C'est comme la carpe, c'est un poisson qui aspire sur le fond. Si on utilise un badling trop court, il va tout de suite sentir la tension et il va recracher. Il n'y aura pas une belle touche. Et bien sûr, s'il est trop long, c'est pareil, on va avoir des problèmes pour percevoir la touche. Donc ça fait partie des choses que j'ai fixées après mes quelques années d'expérience sur l'esturgeon. Cette longueur de badling à 22 cm, c'est un des petits trucs de la réussite également. Donc là, aujourd'hui, on est en hiver, on n'est pas sur des poissons très gros. Au préhistorique, mes poissons ils vont jusqu'à 25 kg, des poissons d'1,50 m, 1,60 m. Donc en plein hiver, on va pas avoir des énormes chandelles, ça va pas être des combats terribles. Donc je suis en 30 centièmes en badling. Fluorocarbone, 30 centièmes. Donc là je termine aujourd'hui avec un hameçon numéro 6. Moi j'utilise le 70-22 de la gamme Mystic Carp VMC. Je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est un de mes hameçons préférés. Donc là aujourd'hui un VMC 70-22 en numéro 6. Donc le petit truc par contre, c'est au niveau du montage. Donc j'ai pas un montage classique aux cheveux, puisqu'on utilise des appâts un petit peu spéciaux, vous l'avez vu. Le hareng fumé en plein hiver, ça reste relativement homogène, ça se tient bien, on peut le monter un peu n'importe comment. Par contre en été, c'est un appât qui est très fragile, qui va s'abîmer très rapidement et qui ne tient pas à l'hameçon, qui ne tient pas sur un cheveu, ça se fait découper par le cheveu, ça va pas. Donc ce que je fais, c'est un montage type spinner rig, avec un petit émerillon enfilé sur la hampe de l'hameçon et un élastique sur lequel je vais pouvoir enfiler n'importe quel type d'appât. Sur cet élastique là je peux mettre mes 2 morceaux de lardon, je peux mettre un morceau de hareng fumé, je peux mettre une queue de crevette, un bout de chorizo, je peux mettre tout ce que je veux. Donc ça marche très bien. Le gros avantage du spinner, c'est qu'il va se présenter l'hameçon à plat sur le fond et on va voir l'appât qui va venir recouvrir l'hameçon. Donc on a une présentation vraiment idéale et surtout, là ce qui est important aussi, c'est que l'appât est vraiment très près de l'hameçon. Ça c'est important sur l'esturgeon, il ne faut pas faire des longs cheveux, il faut vraiment que l'appât se trouve très proche de l'hameçon. Vite fait, 3 petits trucs, le feeder en coulissant, badling de 22 cm et un spinner rig pour accrocher les appâts. Les plus gros secrets pour prendre des esturgeons, c'est la détection de la touche. J'ai énormément de clients qui viennent, qui posent leur canne et qui attendent le départ comme on le fait habituellement pour la carpe. Sauf que sur l'esturgeon, ça arrive une fois sur 10. On a un départ type carpe où ça déroule vraiment pour 10 départs loupés, 10 touches loupées qu'on ne voit pas ou qu'on ne ferre pas. Parce que soit on n'a pas le bon matériel, soit on attend tout simplement que ça déroule comme pour la carpe. Du coup, c'est là où la pêche au feeder est vraiment performante par rapport à d'autres pêches. Parce que donc avec le sion très sensible des cannes qu'on utilise, eh bien, on va pouvoir détecter beaucoup plus de touches, on va voir beaucoup plus de choses qu'avec des cannes rigides des 3,5 livres pour pêcher la carpe classique. Donc j'utilise quand même des cannes Keever assez fortes, minimum 120 grammes, c'est ce que je préconise pour des poissons comme on vient de voir sur la vidéo. 120 grammes, 150 grammes avec des sions de 3 à 5 oses. Donc à la belle saison, on va mettre les sions de 4-5 oses, ça va très bien, ça évite de casser des sions pour rien. Et puis par contre en hiver, là aujourd'hui, on le voit sur les touches, c'est tatillon, il faut descendre sur des sions plus fins. Et c'est donc aujourd'hui, là je vais utiliser un sion de 3 oses.
Voilà, une fois qu'on a dit tout ça, donc il faut bien surveiller le sion. Il faut tendre son fil correctement, pas trop non plus, hein. Moi j'aime bien sur l'esturgeon ne pas pré-contraindre le sion. Mon sion est quasiment droit, hein. On a le fil qui est tendu mais le sion n'est pas plié pour que le poisson ne sente pas la résistance du sion au moment de la touche. Et puis donc il faut être très réactif, hein. Il faut avoir les cannes juste à côté. Allez, vas-y, prends-le le lardon là. Purée, il y en a un qui me tourne autour là. Oh, comme il relâche. J'ai vu une touche comme ça à la canne à carpe, vous la voyez même pas. Vous voyez rien du tout. Là, c'est vraiment grâce à la sensibilité du sion feeder qu'on arrive à avoir ce type de touche. Là, il y en a un qui est vraiment bien intéressé par mon lardon, mais il a du mal à l'attraper. Allez, ça continue. Ouais, il va finir par le prendre celui-là. Oh oui, ça vient, ça vient. Attention. Oh, je le sens bien là. Ah, la touche elle est infime. Je vais être obligé de ferrer. Allez, c'est au bout. Yes. Allez, c'est pendu. Purée, celui-là il m'a bien chatouillé. Ah, je l'ai laissé dessus pendant bien 5 minutes. Ça prenait, ça relâchait. Des tirées lentes là que j'aime pas ferrer. Parce qu'en général c'est harponné quand ça part tout doucement, tout doucement, tout doucement. Même s'il y a une bonne amplitude, je ne ferre pas. Parce que quand c'est très lent comme ça, en général c'est harponné. Alors, je préfère attendre un peu plus. Par contre là, il n'y avait pas une grosse amplitude. Mais on voyait qu'il était bien dessus, hein. Je pense qu'il était vraiment en train de goûter l'appât. Ça se transmettait bien sur la canne malgré la très faible amplitude. Là c'est vraiment grâce à mon sion très fin en 3 oses là, que j'ai réussi à bien détecter cette touche là. Ça a l'air pas mal, hein. Ah, il me fait des beaux départs, tranquille. Bon, c'est un gros poisson, un gros couba. Je pense une vingtaine de kilos, 1,50 m. Beau fiche. Ah, malgré l'hiver, hein, on voit que les esturgeons sont en forme. Il faut des jolis combats. Tout en puissance là. Malgré cette touche, hein, vous avez vu cette touche, c'était rien du tout. Et voilà la bête qui est au bout, 1,50 m. Alors un autre truc pendant le combat avec les esturgeons, on n'a pas l'habitude forcément de combattre des poissons de cette taille. Et au début, on peut avoir tendance à être un peu pressé de les sortir. Et le gros danger avec ces poissons-là, c'est de vouloir mettre la main sur la bobine. Ça, je l'explique à tous mes stagiaires. Il faut absolument laisser travailler le frein. Parce que vous mettez les mains sur la bobine, vous avez l'impression qu'il fait des petits tours. Hein, on le voit, il fait des petits tours devant, là, tranquille. On a l'impression qu'on le maîtrise, Et puis d'un coup on se dit tiens, on va tirer un peu plus fort là pour écourter, pour le sortir de l'eau. On met un coup la main sur la bobine et c'est là qu'il donne le coup de tête ou le coup de queue ou le petit rush. Un poisson de cette taille là qui met un coup de tête dans l'eau sur 50 cm. En fin de combat, il n'y a plus d'élasticité, bang, ça claque direct. Donc surtout en fin de combat, quand on n'a plus de fil, qu'il n'y a plus d'élasticité, on laisse. Là on a aussi l'avantage de la canne feeder qui est très souple et qui travaille. Mais en fin de combat, c'est très important de bien laisser travailler le frein pour éviter la casse parce qu'il n'y a plus d'élasticité, on est à fond.
Ça y est, il se rend. On va pouvoir le sortir sur le tapis. Allez, voilà. Et voilà, ça y est, il s'est rendu. Alors le dernier truc de la vidéo, ça va être la façon dont on manipule un esturgeon. Voilà, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous avez vu, hein, ça se prend très facilement au niveau de la queue à la main, hein, il y a une très bonne prise à cet endroit là. Et après, donc vous avez vu que j'ai un grand tapis ici, je mets mon tapis jusque dans l'eau, ce qui fait que je vais pouvoir glisser l'esturgeon sur le tapis sans risquer de le frotter sur les cailloux ou de l'abîmer ou de le porter, hein. Ça c'est le pire avec ces gros poissons, c'est de les porter et de risquer de les faire tomber, hein, parce que c'est très fort un esturgeon, hein. S'il met un grand coup de queue, un grand coup de tête, on ne sait pas le retenir, hein, il va tomber par terre. Donc la règle numéro 1, c'est de jamais les décoller au-dessus du sol. Et la règle numéro 2, donc, c'est d'avoir ce tapis juste à côté de l'eau pour éviter les manutentions inutiles. Hein, là, je le tire sur le dos, je fais attention à ses nageoires. Voilà. Et là, vous avez vu, c'est super sécure. Donc là, on le voit, il était bien piqué au coin de la gueule. Pas d'ardillon, ça se décroche tout seul. Allez, voilà encore un très bel esturgeon des neiges. Encore un beau coup bas. Très beau poisson, beau calibre, hein, ça fait un deuxième poisson là, dans les 1m45, 1m50, hein, ça fait plaisir au feeder, là c'est cool. Voilà, donc je reviens rapidement sur le dernier point dont je parle dans cette vidéo, hein, cette petite vidéo pour vous aider à pêcher les esturgeons. Un point important, c'est la manutention du poisson. C'est des poissons qui sont relativement fragiles. En tout cas, c'est des grands poissons, donc il faut faire attention. Donc vous avez entendu, règle numéro 1, on ne le décolle jamais du sol. Il n'y a rien de pire que de faire une photo debout avec le poisson dans les bras. Il se retrouve à 1m20 du sol. Si on le laisse tomber, c'est la catastrophe. Donc voilà, il faut absolument avoir son tapis au plus près de l'eau. L'idéal, c'est ces grands tapis, mais je sais que c'est compliqué à trouver. Donc voilà, on le fait glisser, on l'amène à ras de l'eau. Pour faire la photo, on le décolle juste de quelques centimètres, on le repose. Et comme ça, on peut le faire glisser à l'eau très rapidement. Aujourd'hui, il y a de la neige. L'eau est très froide et donc très oxygénée. Il n'y a pas de souci en termes d'oxygénation pour le poisson. Par contre, l'été, quand il fait très chaud, c'est là où il faut faire super gaffe. Il faut remettre le poisson à l'eau très rapidement, voire même ne pas le sortir de l'eau du tout pendant les grandes chaleurs, et de bien le réoxygéner avant de le laisser partir. L'été, c'est très important de réoxygéner ces poissons et de ne pas les sortir de l'eau pour leur donner un maximum de chances de repartir dans les meilleures conditions possibles. Allez, moi je vais m'arrêter sur ce joli coup bas pour terminer. Là, je me suis fait plaisir avec 2 gros poissons. Pour une demi-journée de pêche comme ça en plein hiver, c'est cool. Allez, celui-là, je le remets à l'eau. Et puis devinez quoi? Eh ben, je vous dis à la prochaine!